Europe, c'est largement au-dessus de la gagne de la TDS. C'est la performance qui parle à plus de monde. On va demander son avis à Antoine. C'est intéressant ça comme question. Salut tout le monde et bienvenue dans le Trail qu'on aime, le podcast des passionnés de trail. Je suis Alexandre Viol, animateur du podcast, et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode qui s'annonce riche et passionnant. Sans plus attendre, laissez-moi vous présenter l'équipe de passionnés qui va m'accompagner aujourd'hui, à commencer par celui qui a eu la chance de découvrir les joies de suivre de l'intérieur une épreuve professionnelle de cyclisme. Nicolas Martin, comment ça va ? Salut à tous, en pleine forme, ouais, comme tu l'as dit, j'ai eu la chance de passer la première étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes, l'ex-Dauphiné, pour ceux qui ne seraient pas encore à jour de la nouvelle appellation, au sein de la team Total Energy. Une belle journée, je remercie l'équipe pour l'invitation, en particulier Sam Marafi qui est médecin dans l'équipe et puis qui est aussi trailer, que la plupart d'entre vous connaissent, je pense. Et ouais, c'était vraiment sympa. Moi qui suis passionné de cyclisme, j'ai pu voir la différence de moyens entre le cyclisme professionnel et puis le trail aujourd'hui, et puis aussi l'engouement populaire, parce que on était alors pas vraiment dans l'échelon de course, mais on a suivi le parcours. C'est vrai qu'il y avait quand même beaucoup de monde qui était sorti de chez eux pour pouvoir passer l'étape qui tournait autour de la banlieue grenobloise. Tu seras accompagné par celle qui, malgré son rythme de taf effréné, continue de se fixer des objectifs avec en ligne de mire la CCC. Margot Lemap, comment ça va ? Hello tout le monde, écoute, ça va hyper bien. Je commence à rentrer un peu plus sérieusement du coup dans cette prépa CCC, après avoir quand même bien pris le temps post-Transvulcania, et surtout j'avance sur un projet qui me tient vraiment à cœur, un livre photo qui mêlera photo, récit, poésie et plein d'autres formes d'écriture avec Guillaume Desmurs, dont la sortie est prévue en octobre 2026. On a vraiment envie d'explorer un peu ce lien hyper particulier que beaucoup d'entre nous entretiennent avec notre sport, notre rapport à l'effort, au corps, à l'environnement, au mental, mais aussi et surtout à nos fragilités et à nos blessures, et à la manière dont on peut parfois réussir à se reconstruire grâce au trail et à ce sport. Et là, ça fait quand même plusieurs mois, depuis décembre, qu'on en parle et qu'on se retrouve régulièrement pour faire avancer le projet. Et toutes les photos qui serviront de support au récit ont été shootées pendant la Maxi Race là, cette année. Donc, j'ai vraiment la tête plongée dans le truc, dans le projet en ce moment. Et c'est cool d'avoir les images maintenant, parce que j'avais beau essayer d'imaginer à quoi le livre allait ressembler, c'était difficile de se projeter avant d'avoir les images. Donc maintenant elles sont là, il y a tout qui devient plus concret. Donc voilà, entre la prépa et CCC et ce beau projet de livre qui m'anime beaucoup en ce moment, je me sens hyper bien et j'ai vraiment l'impression de vivre la vie de rêve, de mêler tous ces moments dehors et un travail de fond et un projet vraiment long terme qui a beaucoup, beaucoup de sens pour moi. Celui qui passe désormais plus de temps à éduquer son chien qu'à s'entraîner et qui hésite à se lancer prochainement dans le canicross pour redonner un élan à sa carrière, Mathieu Delpech, comment ça va ? Ça va bien. Pour le canicross, je pense que il faut encore attendre qu'il grandisse un petit peu, mais c'est pas dit que j'en fasse pas un jour. Et puis sinon, actuellement, ouais, ça roule, tout roule. Préparation d'une nouvelle vidéo YouTube, retour dans le logiciel de montage après avoir un peu délégué sur ce début de saison sur mes objectifs avec Guillaume Salem. Ça fait du bien de retrouver un peu de créativité. Je vous emmène en immersion dans le quotidien d'un médaillé européen. Vous allez peut-être deviner qui c'est, mais on va vraiment dans son intimité, ça va être bien sympa. Et sinon, au niveau de l'entraînement, je viens de terminer un bon bloc de 3 semaines d'exposition régulière à la chaleur. J'espère qu'il va faire chaud au 90 parce que ça m'a coûté quand même un petit peu d'enchaîner toutes ces séances. Et là, j'assimile avant de retourner faire un dernier petit bloc à S-2, un petit peu sur le parcours. Mais en vrai, les sensations sont bonnes. Toutes les séances se sont bien enchaînées. Donc j'ai hâte d'y être. Enfin, celui qui a toujours le statut de meilleur kiné de France, mais qui tend à devenir aussi le plus grand entrepreneur de France avec le lancement de ses formations, Théo Robin, comment ça va ? Écoute, ça va bien. En ce moment, je fais plus de mariages que d'actes de kiné. C'est quand même assez inquiétant. J'étais encore en mariage, du coup, ce week-end dans la famille. Et puis là, du coup, j'ai enfin 2 belles semaines pour me mettre débambé en montagne, où j'attaque une prépa assez courte pour la montagnarde. Du coup, j'y vais dès demain avec un pote, donc ça régale. Et puis, comme tu l'as dit, à côté de ça, avec Cap, on a lancé une formation de 2 fois 3 jours destinée aux kinés qui veulent se mettre à la planification de l'entraînement. Et du coup, les inscriptions étaient assez folles parce qu'on n'a pas encore mis les inscriptions sur le site, qui nous reste déjà plus que 2 places, qui devraient partir, je pense, rapidement aujourd'hui, voire ce matin. Donc ça fait bien plaisir que le projet plaise, parce que j'avoue que c'était un chantier assez ambitieux qu'on a monté à 3 avec Gauthier et Antoine. Et du coup, RDV en novembre pour ceux qui ont leur place, et puis on aura le plaisir de voir passer rapidement Nico. N'oublions pas l'animateur de ce podcast, celui qui va enfin pouvoir se lancer sur la course de sa vie, celle qu'il prépare méticuleusement depuis des années. Comment va Alexandre Viol ?
Bah écoute, ça va bien, même si je vous avoue que je suis actuellement dans la phase qu'on connaît toutes et tous à quelques jours du gros objectif d'une saison, voire même de ces 2-3 dernières années, puisque effectivement ce vendredi à 23h, je serai au départ de mon premier ultra, 114 km et 5500 mètres de dénivelé positif sur le TPMA dans le Cantal, la phase où on commence à psychoter, peur de pas avoir de jambes, peur de trop souffrir, peur de subir, mais comme d'hab, je sais qu'avec l'expérience, quand même, ces peurs, plus on se rapprochera du départ et plus elles vont se transformer en bonne pression, conjuguée à une envie, une motivation débordante, saupoudrée par le supplément d'âme, comme d'habitude, de courir à la maison. Donc, ça peut que bien se passer. Et dans tous les cas, quoi qu'il se passe, j'irai au bout. C'est l'objectif premier. On te laisser nous donner le programme, Alex. On rappelle une fois de plus que vous pouvez nous suivre sur Instagram pour ne rien rater des extraits du podcast. Je vous rappelle aussi la présence des timecodes dans la description si une partie du podcast vous intéresse plus qu'une autre. Évidemment, on pourrait pas faire tout ça sans nos partenaires annuels. Donc merci à Brooks, la marque d'équipement de running et de trail, et puis aussi à UpTrack, la plateforme streaming sport et aventure. Le code LTQA est là évidemment pour bénéficier de 3 mois offerts sur l'abonnement annuel sur UpTrack. Toutes les infos dans la description de l'épisode. Et enfin, si vous voulez nous soutenir, la façon la plus simple, c'est vraiment de partager ce podcast autour de vous, de parler de nous, de nous noter sur vos plateformes d'écoute. Merci d'avance. Sans plus attendre, Alexandre, de quoi va-t-on parler aujourd'hui ? Les amis, au sommaire de ce nouvel épisode, on débutera par les traditionnelles actus du LTQA où on s'attardera notamment sur les championnats d'Europe de trail et de course en montagne avec une question. Les Europes de trail ont-ils leur place dans le calendrier ? Pour l'occasion, nous aurons la chance de recevoir l'un des artisans de la nouvelle radia de médailles françaises, un petit nouveau dans la sélection, le vainqueur de la TDS 2025 et désormais médaillé de bronze européen Antoine Charvolin. On poursuivra avec une grosse nouveauté que l'on est très heureux de vous présenter aujourd'hui, une nouvelle rubrique intitulée Le Troubadour Show, présentée par le meilleur speaker de France, Alexis Rosset, qui nous expliquera en quoi le trail il a changé, mais surtout pourquoi il ne changera jamais. On enchaînera avec notre désormais culte jeu du Qui suis-je, avec là aussi une petite nouveauté, puis on terminera comme à l'accoutumée par nos recos de la quinzaine by UpTrack. Un programme bien dense, fait avec amour et passion, le trail qu'on aime épisode 45, c'est parti. Jingle. Attends Alex, tu le fais jamais. Le trail qu'on aime épisode 45. Voilà. Allez, c'est parti avec les actus, les amis. On va bien sûr se faire un bon bilan des championnats d'Europe avec une question qu'on avait envie de se poser. Les Europes ont-ils leur place dans le calendrier ? On vous a d'ailleurs posé la question sur le canal Instagram YouTube X pour savoir ce que vous en pensiez. Pour vous, globalement, c'est assez unanime. Oui, les Europes ont leur place dans le calendrier, même si, comme le dit Clément Stag, l'épreuve a vraiment du mal à faire sa place. Médiatiquement, on sent qu'elle dépend uniquement de son rattachement à une grosse épreuve. C'était quasi un non-événement cette année, nous dit-il. Juste avant on en débatte avec l'équipe, chaque membre de l'équipe a retenu, comme d'habitude, les perfs qui l'ont marqué ce week-end. Et on commence tout de suite avec les perfs de Nico Martin. Allez, on commence par la perf masculine, la victoire du jeune Yann Torella sur le format Up and Down, lui qui est né en 2004, donc qui a seulement 22 ans, qui domine les Europes sur ce format hyper dense et compétitif. Vraiment, bravo à lui, c'est un énorme descendeur et je crois qu'il a construit sa victoire dans cette partie de la course. Donc voilà, surpris de le voir remporter cette course. Je m'attendais pas forcément à le voir lui en vainqueur. Et puis une petite pensée pour notre équipe de France Hommes sur ce format qui aurait été un peu en difficulté. Moi j'avoue que je pensais les voir un peu plus haut dans le classement. Ils terminent avec des résultats honorables, hein, puisqu'ils terminent 12e et 14e notamment pour Romain Discher et Quentin Melleux. Et puis côté féminin, j'ai vraiment aimé les images de l'arrivée de notre équipe de France féminine sur le trail. Pour la seconde année consécutive dans un grand championnat, la France n'a pas placé d'athlète sur le podium, ce qui est assez rare pour être souligné. Mais est-ce que c'est vraiment important voir le bonheur d'Audrey, d'Adeline et de Marie, c'est peut-être le plus beau dans le sport. Une pensée aussi pour Anne-C qui s'est blessée durant la course. Ouais, elles repartent avec l'argent par équipe et on va parler de l'intérêt des Europes après, mais moi je veux bien savoir où on voit ce genre d'image ailleurs que sur les championnats internationaux. Margot, les perfs que tu as retenus. Bah, moi, forcément, j'avais envie de revenir sur la victoire de Fred Tranchant. Il s'est imposé avec quand même 4 minutes 40 d'avance sur l'Italien Daniel Pattis, récemment deuxième à Zegama. Et moi, ce qui me marque surtout dans sa performance, c'est sa capacité à confirmer, hein, au-delà de la performance pure. On dit souvent que c'est difficile de rester au sommet, que c'est plus difficile de rester au sommet que d'y arriver. Et après son titre de champion du monde décroché à Canfranc en septembre dernier, il était hyper attendu et il a répondu présent. Et aussi, on le connaît
principalement, ou en tout cas beaucoup pour ses qualités techniques, qui démontre depuis plusieurs saisons sur le circuit Skyrunning notamment. Mais sur ce coup-là, le parcours, il était quand même bien plus roulant et bien moins technique que ce qu'il a l'habitude de faire. Donc cette victoire, montre que c'est pas seulement un spécialiste des terrains techniques, il confirme aussi l'étendue de ses qualités et sa polyvalence. Donc voilà, un nouveau titre qui vient confirmer que son sacre mondial n'était pas un coup d'éclat, même si on n'en doutait pas du tout, mais bien la marque d'un des meilleurs athlètes mondiaux du moment. Théo? Évidemment, je rejoins ce que vous aviez dit, mais moi, ce qui m'a marqué, c'était la masterclass chez les U20 masculins, avec une arrivée main dans la main d'Emilien Simoneau et de Yannick Memeld, qui ont partagé l'or, du coup, en 18 minutes 56. Et puis, du coup, le podium a été complété par un autre Français, Oscar Kransack-Scherig, qui arrive seulement 6 secondes derrière. Et du coup, ça fait plaisir de voir qu'il y a une génération très talentueuse et très bosseuse qui arrive. Et on a de belles années devant nous, à mon avis, que ça soit pour le trail ou pour la course en montagne. Mathieu? Vous voulez qu'on célèbre sur ce championnat d'Europe la victoire de Judith Wider, à l'instar de Fredo, une ancienne orienteuse reconvertie. Maintenant, elle a désormais 38 ans. Elle est 2 fois maman. Elle a été victime d'un AVC il y a 5-6 ans qui lui avait coûté même 2 saisons et surtout laissé une trace permanente, une tache dans sa vision et lui rendant impossible de bien lire une carte d'orientation. Mais grand bien pour le trail, ça c'est suffisant pour écraser et gagner ces championnats d'Europe. J'étais à un moment devant le live et j'ai bien souri en voyant qu'elle s'était égarée. Je me suis dit mais le Ventoux était une très très bonne course de sélection. La FFA a eu le nez creux parce qu'il fallait savoir s'orienter apparemment sur ces championnats d'Europe. Dans le brouillard, elle s'était un petit peu égarée sur une piste. Et puis vu qu'on fait le podcast tous les 2 semaines, je voulais revenir rapidement sur la Maxi qui a eu lieu le week-end d'avant et on a vu une belle razzia du sponsor de l'événement, Terex, qui a fait un 3/4 sur les 2 formats compétitifs, avec les victoires de Hugo qui a mené une belle bataille contre Théo, Hugo Deck et Théo Détienne, et puis le retour de Tony Mancan après quelques difficultés les mois derniers. Ça a fait plaisir aussi de l'avoir écrasé comme ça. Et puis sur le 60 km qui était la 2e course avec de l'adversité, on a vu Ruth Croft, la locale pour cet été, puisque l'été elle habite à Annecy, s'imposer. Et puis Simon Paccard qui a montré une forme étincelante. Il y avait quand même sur le papier un beau plateau national et en fait il n'y a pas eu photo. Il a écrasé dès le départ de la course. Donc c'était un sacré week-end de sport quand même sur Annecy. Justement, la Maxime, Margot, toi, tu étais aussi présente et tu as retenu quelques belles performances. Ouais, forcément, moi, j'ai été très touchée et attachée à la performance de Louise Pénoat sur le 60 km, du coup, qui arrive même pas une dizaine de minutes après Ruth Croft, à la bataille tout le long avec Anaïs Guillot, donc un beau podium de féminin chez Terex. Et cette victoire, enfin cette 2e place, elle sonne un peu comme une victoire pour Louise, parce que c'est un peu son retour sur les grosses courses internationales, en tout cas des retours qui vont pour elle, où tout se passe bien. Et une belle bataille du coup avec Anaïs, où mentalement elles sont vraiment allées chercher le dur, et surtout une super descente dans le Semnoz où elle a réussi à remonter sur Anaïs, où elle avait fait la course, elle était principalement 3e tout le long, elle remonte sur Anaïs en descente, ce qui est quand même une super nouvelle pour Louise, qui revient de sa blessure au genou, et elle avait vraiment du mal à retrouver confiance en descente dans son genou après ses croisés. Donc le scénario de course est magnifique, je trouve, à ce moment-là de l'année, et hâte de voir ce que ça va donner pour elle. Allez, moi je retourne sur les Europes avec le double podium de Nelly Clément, 3e place sur la verticale et une 3e place sur le format up and down, une vraie consécration pour elle et une suite logique, elle qui domine depuis 3 ans maintenant haut la main les championnats de France. Elle franchit un nouveau palier avec ses 2 podiums internationaux, dont hâte déjà de voir ce que ça pourra donner sur un niveau mondial et au championnat du monde l'année prochaine. Mais en tout cas, très content pour cette jeune athlète qui confirme au plus haut niveau. Je reste sur le format up and down chez les garçons avec Peter Engdahl. Moi, je suis assez ébahi de voir à quel point il a pu être performant sur ces championnats d'Europe. Lui aussi médaillé double médaillé, si je dis pas de bêtises, aussi sur la verticale et sur le format up and down. J'avoue que je l'attendais pas aussi fort sur ces formats-là, et je trouve ça vraiment très chouette de voir un athlète qui continue de cultiver sa polyvalence et de se tester à des formats qu'il n'a pas l'habitude de faire. Et puis bien sûr, un peu comme Théo, un gros coup de chapeau aux juniors garçons de l'équipe de France, qui ont remporté toutes les médailles d'or possibles, aussi bien sur le format vertical et up and down, en individuel et par équipe. C'est assez fou pour le souligner. Et mention spéciale pour
le jeune de la Loire, entraîné par Frédéric Tranchant, le Yannick Memeld, lui double médaillé individuel et donc quadruple médaillé avec les titres par équipe. Donc voilà, les juniors garçons qui ont fait un petit peu la même radia qu'il y a 2 ans à Annecy au championnat d'Europe. Donc ça fait plaisir à voir, la relève est assurée. Et puis un dernier petit clin d'œil quand même pour la colibri présente en équipe de France, Charlotte Bringuier, qui a honoré sa première sélection sur la course verticale et qui a réussi à aller chercher avec toute l'équipe une deuxième place par équipe justement sur le format vertical. Et voilà, chaque année, nous, c'est un petit peu la tradition et on en fait un vrai objectif quand même avec l'académie d'arriver à avoir un ou plusieurs juniors en équipe de France. Donc, chose faite une nouvelle fois avec Charlotte. On a fait le tour sur nos actus perf et résultats. Et on va pouvoir se poser cette question que je vous ai donnée dans l'intro. Les Europes de trail ont-ils leur place dans le calendrier ? Ici, pour être précis, on va séparer la course en montagne et le trail en se concentrant sur l'intérêt d'avoir un championnat d'Europe de trail et non de course en montagne. Petit rappel, le championnat d'Europe de trail existe depuis uniquement 2022. Les championnats d'Europe de course en montagne, c'est quelque chose qui existe depuis des décennies. Donc ici, on va vraiment se concentrer sur la partie trail. Et on a décidé de se poser cette question pour 2 raisons principales. Le faible attrait médiatique et intérêt du grand public que cela semble générer, et aussi le manque d'intérêt sportif, notamment du fait de sa proximité temporelle avec d'autres très gros événements. Et donc, voilà, d'une densité, on peut dire, de niveau un petit peu relativement moyenne qui en découle, ou en tout cas de la faible motivation plutôt de très gros athlètes à jouer le jeu de la sélection. Juste avant de rentrer dans ce débat-là, quand même, Nico, peut-être juste avant que vous donniez vos arguments, peut-être identifier en quelques points pourquoi l'équipe de France, elle, pour le coup, arrive toujours à très bien performer sur ces championnats d'Europe. Et on le rappelle, une radia de médailles cette année avec 17 médailles obtenues et l'équipe de France qui avait obtenu 22 médailles à Annecy il y a 2 ans. Donc, juste peut-être faire un bref rappel sur pourquoi l'équipe de France, ça fonctionne aux Europes. Bah alors je connais pas exactement tous les process de tous les pays, mais c'est vrai qu'en France on a un vrai processus de sélection. Et que ça, c'est quand même un vrai plus parce qu'on a des athlètes qui sont motivés pour un championnat parce qu'ils doivent intégrer la course de sélection déjà dans leur saison, puis ensuite le championnat, avec notamment des contraintes de calendrier. Typiquement, en France, c'était pas possible de faire ce qu'a fait Daniel Paty, c'est-à-dire Zegama les championnats d'Europe. Et je pense qu'une des illustrations de ça, bah, c'est un Rémi Brassac qui est pas forcément très connu à l'international, qui fait 7e des Europes. C'est quand même un signe de coureur qui arrive très motivés et qui claquent la meilleure perf de leur carrière le jour J. On a quand même la chance, alors c'est un peu plus vrai chez les hommes que chez les femmes actuellement, mais c'est vrai qu'on a une énorme densité aussi. C'est vrai que sur le papier, alors après, on va pas refaire l'histoire, mais peut-être que cette équipe qui était alignée samedi dernier du côté des hommes, c'est pas l'équipe de France A sur le papier. Pour imaginer que sur ce parcours-là, un Sylvain Cachard, un Thomas Cardin auraient leur place dans l'équipe. Donc c'est vrai que s'il y avait eu cette équipe-là, c'est une dream team et peut-être que ça fait encore des résultats un peu plus hauts. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas ça dans tous les pays, je pense. Donc c'est ça qui amène ça. Mais je crois qu'il y a aussi le fait que la France est l'un des pays majeurs du trail avec une culture de ça et puis un staff qui est quand même vraiment sérieux, notamment avec les recos du parcours. Hein. On le rappelle, ils sont allés reconnaître le parcours en Slovénie pour les équipes de France, donc ça permet quand même d'arriver en terrain connu. Et quand on va pas faire des recos parce que c'est loin, typiquement comme la Thaïlande, et ben on était arrivé 10 jours avant, donc ça fait des moyens quand même importants pour loger les athlètes. Après, je pense qu'il y a aussi une ambiance en équipe de France. C'est une vraie aventure quand même de représenter son pays. Moi, personnellement, qui ai vécu ça, j'ai jamais eu la même mentalité avec le maillot bleu que sur les autres courses de ma carrière. Et juste pour illustrer ça, samedi, je regarde le live. Moi, je travaille pour Brooks toute l'année. Sur toutes les autres courses, j'aurais été pour Daniel Paty. C'est là, ça me fait autant plaisir que ce soit Fredo qui gagne. Et puis Matt, il a porté le maillot et ça te marque quand même, je pense, de représenter ton pays. Et je me rappelle une anecdote en 2023, Thibaut Barognan qui a, entre guillemets, boudé pendant longtemps le maillot et qui, lors de ces mondiaux-là, où il a terminé 4e, s'est dit, ah ouais, c'est quand même une sacrée aventure et sans doute qu'il serait peut-être venu avant s'il avait connu ça. Bah justement, Mathieu, toi, ton avis sur les Europes, on sait que tu en avais fait un objectif de saison. Est-ce que toi, tu as regardé les Europes du coup? Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu sens qu'il y a eu
un intérêt médiatique suffisamment important? Est-ce que ça a été, tu penses, à la hauteur de l'événement? Raconte-nous un petit peu toi comment tu as ressenti tout ça. Et ouais, c'était pas non plus un objectif majeur de la saison, mais bon, c'était quand même dans un petit coin de la tête si les France se passaient bien. Comme Antoine, j'avais un plan A qui était défini sans ces Europes parce que en France, c'est dur d'être certain d'être dans l'équipe. Et puis au final, bon, il y a pas eu de sélection avec ce qui s'est passé. Mais ouais, pour moi, c'est quand même quelque chose d'important, hein, même si tous les pays jouent pas autant le jeu que la France, etc. Ça reste un championnat international, ça parle à tout le monde et comme Nico l'a souligné, c'est quand même des aventures folles et je pense qu'Antoine pourra nous témoigner ça. C'est des moments, courir pour une équipe, c'est quand même des choses qu'on partage pas ailleurs et même si c'est pas la densité et la médiatisation des championnats du monde, je pense que ça vaut le coup de y aller si on a l'opportunité. Et après, la densité, elle va aussi venir petit à petit, je pense. Hein. On peut pas, enfin c'est dur sur la première édition d'un événement d'arriver à convaincre tout le monde et là on est qu'à la troisième édition, donc petit à petit, je pense que ça va se densifier aussi. Au niveau des médias français, c'est sûr que ça a fait plaisir de voir des médias un petit peu plus niches, enfin plus jeunes comme les trailers aller là-bas et d'avoir aussi Distance Plus. Et je pense que c'est les deux seuls à aller sur place et c'est sûr que si on compare avec Maxi la semaine d'avant, forcément ça a lieu en France, donc les médias français sont plus là. Il y a des têtes d'affiche qui ont un petit peu plus d'influence que les athlètes qui étaient dans l'équipe de France. Donc forcément c'est un peu plus facile pour les médias et de se dire on va rentabiliser en termes de visibilité en allant sur une Maxi et pas sur les Europes, c'est plus proche. Mais ouais, moi ça m'a fait plaisir de voir quand même que les médias passionnés soient allés sur place courir ça, nous faire partager les émotions sur le bord du terrain. Et donc, ouais, j'espère que petit à petit, ça va évoluer, que d'autres pays, en plus de la France, vont continuer de jouer le jeu dans le processus pour emmener les athlètes. Mais en tout cas, moi, j'ai envie que c'est un rendez-vous qui persiste et je trouve que c'est cool d'alterner une année sur deux les championnats d'Europe, les championnats du monde. C'est pas comme si les mondiaux, c'était des championnats d'Europe avec les États-Unis. Pour moi, c'est quand même des championnats différents parce que sur les championnats du monde, il y a pas que les États-Unis qui viennent s'ajouter. Il y a d'autres nations, le Canada, les pays africains, des pays, Australie, Nouvelle-Zélande qui commencent petit à petit à être compétitifs. Donc c'est quand même deux choses différentes. C'est pas des petits championnats du monde avec moins de densité. Donc moi je trouve ça cool aussi. Les formats sont différents. Donc moi j'ai envie que ça persiste et que ça prenne et que tout le monde joue le jeu. Justement, Nico, tu reviendras un petit peu sur l'aspect densité, mais moi, ça m'interpelle un petit peu, et c'est aussi le but de la question. C'est là, quand on t'entend, on comprend que les Europes, c'était un plan B. On en discutera aussi avec Antoine tout à l'heure, mais c'était aussi un plan B pour lui. Et on a l'impression que c'est quand même un plan A pour pas mal d'athlètes, un petit peu, sans leur faire offense, de seconde zone. Tu as parlé de Rémi Brassac, Nico. Rémi, sur le papier, c'est quelqu'un qui est moins performant que ce que peuvent être Antoine ou un Fredo, mais pour lui, c'était très clairement un plan A. Et ce qu'on a l'impression, c'est que pour beaucoup d'athlètes et de très gros athlètes, les Europes, ça reste pour l'instant un plan B, quoi. Ben, si je peux répondre à ça, en fait, c'est parce qu'en fait, on n'a pas la certitude. Donc, quand tu planifies ta saison, tu as envie d'avoir une ligne directrice, des choses qui te guident et tu sais pourquoi tu vas t'entraîner. Et à moins d'être vraiment dans les tout meilleurs français comme un Thomas Cardin qui peut quasi être sûr s'il se présente à la sélection que ça va marcher, et ben quand t'es pas dans les deux, trois meilleurs français comme un Fred ou un Thomas, c'est dur de se dire j'organise ma saison autour des championnats d'Europe puisque t'as pas la certitude avant la sélection de pouvoir le faire. C'est surtout ça. Mais sinon, une fois que t'es sélectionné, forcément, ça devient un objectif A et tu fais tout pour être bon le jour J. Tu le prends jamais comme une course de prépa pour une autre course d'après.
Et justement, le but de se poser la question, c'est de mettre en avant cette densité, mais l'idée, c'est pas de se focaliser uniquement sur la densité et de dire que c'était un événement dense ou pas dense. C'est aussi de se poser la question plus globalement de savoir si c'est un événement qui a vraiment un intérêt médiatique, qui a un intérêt pour les athlètes, qui a un vrai intérêt sportif. Et la question, c'est pas de dire forcément oui, forcément non, c'est de se poser la question, de savoir si ça a sa place dans le calendrier. Et tu as répondu sur un élément qui est la densité, qui, avec le recul, on se rend compte, c'est un événement où il y avait de la densité. Donc c'est déjà très bien. Donc ça remplit un premier critère qui, je pense, est intéressant. Maintenant, c'est aussi plus globalement de savoir si ça a intéressé du monde, si le grand public, certes, on parle beaucoup de oui, euh, ça parle à tout le monde le championnat d'Europe, oui, d'accord, mais est-ce que les gens le suivent? Est-ce que les gens vont le suivre dans les années futures? C'est vraiment cette question-là, je pense, qu'il faut se poser. Donc le but de la question, c'est voilà, de répondre à tout ça. Margot, peut-être un avis, toi, sur les Europes. Je crois que tu n'as pas trop suivi et c'était pas un événement qui te tenait forcément à cœur, mais tu avais envie de réagir là-dessus. Non, moi, j'ai pas suivi parce que j'étais occupée ce week-end-là, mais j'ai pas suivi le live, mais je rafraîchissais les résultats quand même pour voir ce qui s'y passait. Moi, sur les championnats, ce que j'aime beaucoup, c'est ces week-ends où on a course en montagne et trail au même moment. Je trouve ça hyper chouette d'avoir un peu le nez aussi dans les résultats de course en montagne, ce que personnellement j'ai un peu moins l'habitude de faire, et on y découvre toujours des athlètes hyper complets, des athlètes qu'on voit performer aussi sur du cross, sur plein d'autres disciplines de la course à pied, et je trouve ça beau que ce soit un moment dans l'année où tout coexiste en même temps. Et je me demandais par rapport à ce que tu disais, Mathieu, sur le fait que ça soit un objectif A ou un objectif B, est-ce qu'il y a quelque chose à voir avec le fait que ce soit une année sur deux Europe-Monde, et est-ce que en tant qu'athlète vous profitez est-ce que vous vous engagez plus dans votre envie de sélection et tout quand c'est une année pour les mondes vs une année pour les Europes, qui vous permettrait peut-être plus de vous engager sur des circuits ITMB, sur les courses de Chamonix, sur d'autres courses, ou est-ce que rien à voir avec le fait que ce soit une année sur deux, quoi? Bah si, je pense que ça, c'est un point qui est intéressant à soulever. Et des athlètes comme Sylvain Cachard, ils se disent, ouais, l'année où c'est le championnat du monde, je vais faire l'équipe de France. L'année, bon, malheureusement pour lui, cette année, ça se passe un peu moins bien, mais ce qu'il avait dessiné, c'était, les mondiaux, je vais les faire, et le championnat d'Europe. Et ben, c'est un petit peu un événement qui est un petit peu moins grand, donc je vais plutôt me concentrer sur des courses autonomes et privées. Donc, pour moi, je pense qu'il y a, une fois que tu es sélectionné, il y a autant d'engagement à préparer les deux, mais c'est sûr que pour un championnat du monde, ça parle à plus de monde, et les top athlètes, ils ont plutôt envie de faire ça, et ouais, il y a quand même cette alternance, mais c'est cool aussi d'avoir un championnat d'Europe, donc ouais. Et peut-être un dernier petit élément avant de recevoir notre invité Antoine. Charvolin, peut-être parler aussi du fait qu'on a l'impression, alors certes on n'a pas, comme tu le disais Nico, les infos en inside de comment ça se passe dans les autres sélections, on a l'impression qu'il y a assez peu de grandes nations qui jouent le jeu, à contrario de l'équipe de France qui elle, pour le coup, mise énormément là-dessus, mais énormément de choses en place au niveau du staff, au niveau de la reconnaissance des parcours. On a l'impression que les autres nations, et ça rejoint un petit peu le fait que beaucoup de grands noms assez connus du trail soient pas nécessairement motivés à venir faire encore pour l'instant ces championnats d'Europe. On a l'impression que les nations, elles viennent un petit peu, pas par défaut, ce serait aller un peu loin, mais qu'il n'y a pas en tout cas la même investissement que peut mettre l'équipe de France, et ce qui est très bien pour l'équipe de France, puisque derrière il y a des résultats et on voit que ça paye, mais peut-être que des athlètes, même très forts, d'autres nations, comme tu l'as dit Nico, un Minoggio qui fait 25e, moi je serais assez curieux de savoir si un Christian Minoggio, il est venu en étant à bloc, en étant vraiment très bien préparé pour les Europes, en ayant fait un gros objectif. Je me pose la question quand même quand je vois certains gros athlètes arriver sur les Europes et sous-performer, on va dire, même si ça arrive bien sûr à tous les athlètes de louper leurs courses, mais on a l'impression que les Français surperforment et que les autres athlètes des autres pays, pas dans tous les cas bien sûr, puisqu'un Daniel Paty a performé, mais que d'autres athlètes, notamment un Peter Frano, un Minoggio, ils ont du mal quand même à performer sur ces Europes. Donc est-ce qu'ils en font un gros objectif ou pas? Ça, c'est un petit peu la question qu'on pourrait se poser.
Ouais, c'est après la question, tu vois, quand tu dis il y a plein de gros athlètes qui viennent pas, mais en fait, c'est qui ces gros athlètes? Parce que si tu cumules quand même tous les noms qu'il y avait présents entre le trail et la course en montagne, tu prends les Espagnols qui a fait première équipe mondiale sur le trail court l'année dernière chez les hommes. Alors, elle les a pas tous envoyés sur le trail, mais Emmanuel Merias, Andrew Blanes, ils étaient au départ des championnats d'Europe. Alors, sur la course en montagne, mais finalement, ils étaient là. Qu'après, on peut pas faire les deux événements. Et Moi, justement, je te coupe Nico, mais ils étaient sur la montagne parce que ils se sont sûrement dit que le championnat d'Europe de trail, c'était un petit peu un sous-événement et que du coup, ils n'avaient pas envie de se préparer pour un 50 km sur un championnat d'Europe de trail. Et c'est aussi pour ça peut-être qu'ils ont privilégié la montagne, d'où la question globale, c'est est-ce que le championnat d'Europe de trail et non de course en montagne a vraiment un intérêt là-dessus? C'est vrai que c'est un bon argument parce que je pense qu'ils étaient là pour venir prendre leur prime de la Fédé espagnole. Je crois qu'ils sont sous contrat, ceux qui avaient fait des podiums au championnat du monde, et leur contrat les obligeait à faire le championnat d'Europe. Et on peut se dire, c'est vrai, clairement, moi quand j'ai vu Merias faire la course en montagne et prendre 10 minutes sur la verticale, je me suis dit bon, mais là il a clairement pas préparé et il est venu prendre sa prime de la Fédé espagnole, quoi. Et pour le cas d'Andréou, il était blessé en début d'année, il revient il revient petit à petit. Et je pense tout simplement qu'à ce moment-là de l'année, il pouvait pas s'aligner sur quelque chose de plus long. Ouais, c'est sûr, mais je trouve juste qu'en fait, c'est dur vraiment de dire des noms de gens qui, samedi, chez les hommes ou chez les femmes, auraient été sûrs de faire une médaille. Et on rappelle aussi qu'il y a quand même eu le fait que Tove était non partante alors qu'elle était annoncée. Bon, si on met Tove vainqueur, 2 Judith et puis 3 l'Espagnole Maria la Chica qui avait quand même fait un très très bon Mara Trail en début de saison à Chianti, pas très loin d'Ida Robsham qui est en ce moment l'une des meilleures athlètes mondiales. Je pense qu'il y a peut-être un défaut de médiatisation globale des athlètes qui sont sur ce championnat. Après, il y a un autre élément. Franchement, le live, t'as beau être passionné, c'est sûr que c'était pas la qualité de suivi de certains grands événements et ça contribue pas non plus au développement de la discipline sur le long terme, quoi. Moi qui suis passionné, bon, t'as un moment donné, quand il y a pratiquement pas d'image, t'as du mal à rester accroché aussi, quoi. Allez, vaste débat en tout cas. On va pouvoir enchaîner avec notre invité, un athlète qui était présent au championnat d'Europe, un médaillé européen qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Antoine Charvolin, membre du Team On, vainqueur de la TDS en 2025, 5e du Lavaredo, 13e de la CCC, 2e de la Saint-Élion. Déjà un magnifique palmarès et désormais, comme je l'ai dit, un médaillé de bronze sur un championnat d'Europe et un champion d'Europe par équipe, bien sûr, à ne pas oublier. Une double médaille pour ta première sélection en équipe de France. Antoine, première question déjà, comment ça va et comment c'était cette expérience en bleu? Hello l'équipe, est-ce que vous m'entendez déjà? Ouais. Impec. Eh ben ça va super et je suis bien rentré à Annecy là et c'est un grand honneur d'apparaître sur votre podcast que j'écoute de façon assidue. Donc voilà, je suis comblé. Ça nous fait très plaisir. Merci beaucoup de prendre du temps avec nous. Avec le recul, je ne sais pas si tu as déjà eu le temps un petit peu d'y réfléchir. À quelle place et à quelle hauteur dans ta jeune carrière pour le moment tu places ces deux médailles, cette médaille individuelle et cette médaille par équipe? La médaille individuelle par équipe, c'est dur de la placer, de lui donner une cotation et un index de performance parce que c'est pas seulement sur une personne. Mais en termes de souvenirs, ça sera vraiment un beau souvenir et c'est ce qu'on allait chercher avant tout sur cet événement. On pourra y revenir, mais vraiment l'objectif de l'événement, c'était de repartir avec une médaille et surtout une médaille par équipe. Et après, l'individuel, je pense que avec la TDS, c'est clairement une de mes plus belles courses en carrière aujourd'hui. Ouais. Comment tu t'as ressenti, toi, à l'intérieur de l'événement, un petit peu l'intérêt que pouvaient avoir ces Europes? Est-ce que tu as eu beaucoup de retours, toi aussi, de France, d'athlètes internationaux peut-être de ton team qui t'ont envoyé des messages? Est-ce que tu sens qu'il y a eu un impact quand même avec cette médaille et cette performance? Écoute, moi j'avoue que j'ai été agréablement surpris parce que c'est sûr que avant les Europes et puis aussi quand j'ai eu la sélection, je me suis pas mal posé la question aussi parce que en tant qu'athlète, il faut qu'on fasse des choix et que on sait tous aussi que pour notre marque, c'est quand même plus intéressant qu'on court des événements qui sont médiatisés et que c'est pas forcément seulement la performance qui compte, comme ce que disait Nico, mais qu'il y a aussi une importance de visibilité pour les marques et que les Europes, je m'attendais pas que ça soit
clairement l'événement le plus médiatisé. Mais pour autant, j'ai quand même été agréablement surpris. Il y a déjà des médias français qui ont fait le déplacement. Il y avait aussi pas mal de Français qui sont venus supporter. Et donc, sur les chemins, il y avait une super ambiance. Et puis après, c'est un événement international. Donc, ça, le fait qu'il y ait toutes les nations, etc., c'est quand même plus que sur n'importe quel événement UTMB, par exemple. Il y a cette notion d'international parce que chaque nation arrive avec une grosse équipe. Et alors qu'un événement UTMB, par exemple, s'il est en Suisse, il y a majoritairement des Suisses. S'il est aux US, il y a majoritairement des Américains, etc. Donc là, le fait que chaque nation soit représentée au même niveau, c'est quelque chose qui fait que il y a beaucoup plus cette notion d'international, je dirais. Est-ce que tu as pu échanger avec d'autres athlètes présents sur place qui ont fait le trail notamment et sur l'importance que ça pouvait avoir ce championnat vis-à-vis de leurs objectifs et de leur saison? Ouais, je pense que ça dépend aussi beaucoup des nations. Comme tu le disais, pour nous en France, on y met un point d'honneur, et je pense que pour les Italiens aussi, c'est quelque chose qui est très important. Ils ont vraiment cette culture de la course en montagne, cette culture du maillot, des championnats, et que pour eux c'est très important. On le voit dans la pression qui se mettent avant la course, et ils arrivent en force quand même avec une belle équipe. Je pense que toutes les personnes, les athlètes qui étaient présentes, on avait fait un objectif majeur quand même, parce que en fait, c'est les athlètes qui ont choisi d'y aller, et je pense que les athlètes qui se disent que c'est pas forcément une course où ils vont avoir un intérêt, etc. En fait, ils viennent pas. Tu vois, par exemple, la Grande-Bretagne, ils n'avaient pas une équipe dingo, alors qu'ils auraient pu avoir un John Albon, etc. Je pense que en fait, John Albon, il a choisi de pas venir, donc il n'était pas là pour dire j'y viens, mais c'est pas un objectif majeur. Je pense que si tu fais le choix d'y aller, derrière, tu le prépares comme un objectif majeur pour tous les coureurs qui étaient là quand même. T'as pu échanger ton maillot ou pas? Ou alors t'as préféré garder la première dotation? Julien Rancon, il m'a dit que c'était interdit, mais ouais, il y a eu des petits échanges. Un peu la tradition. Mais malheureusement, les Italiens, moi je voulais échanger avec l'Italie pour avoir un maillot on que je pourrais mettre au jour le jour, mais les Italiens, ils en étaient quand même assez contents. Et comme c'était la première année, ils étaient près de leur maillot. Ils voulaient pas trop échanger. Ouais, c'est ça, parce que du coup, le On était le sponsor de l'équipe et c'est un petit peu la tradition, l'échange de maillots, de jogging, de vestes de jogging à chaque fin de championnat pour garder un souvenir et pouvoir avoir le maillot d'une autre nation. J'avais une petite question, Antoine, sur l'aspect prime, parce que là aussi, ça doit jouer peut-être un rôle aussi dans le fait d'avoir envie d'aller sur un championnat. Est-ce que ton partenaire, est-ce que tu avais déjà peut-être négocié en amont une potentielle prime sur une performance aux Europes? Ouais, ça c'est sûr que les sponsors principaux, les grandes marques, je pense que objectivement, elles ont pas un intérêt, elles ont un intérêt moindre en tout cas de nous voir sur des Europes que sur une manche UTMB, parce que ne serait-ce que moi je pourrais pas avec le maillot On. Sur la course, je suis en Adidas de partout, alors que c'est On qui me paye à l'année, et ça c'est vrai pour toutes les marques. Pour autant, moi, du coup, j'en avais discuté avec Megan, la manager de On, et puis d'autres personnes avec qui dont l'avis avait de l'importance. Et Megan, moi, elle m'a vraiment poussé à aller aux Europes, justement. À l'époque, pour mettre un peu de contexte, en fait, les sélectionneurs de l'équipe de France me disent je suis sélectionné, mais ça veut dire que je ne fais pas le Mute 115 qui était mon objectif à la base. Et donc, je dois choisir entre le Mute 115 et les championnats d'Europe. Et moi, je m'attendais vraiment à que Megan préfère me voir sur le Mute 115, parce que si je lisais mon contrat et si je lisais les primes, c'est sûr que j'avais des grosses primes sur le Mute, alors que sur les championnats d'Europe, j'avais Peanuts. Donc ça envoie le message qu'ils n'ont pas d'intérêt à nous voir là-bas.
Et elle a vraiment travaillé en interne pour décaler mes primes du mute sur les Europes, pour déjà que j'ai pas de différence financière là-dessus, même si c'est pas forcément ce qui me poussait à aller aux Europes, mais et puis aussi que c'est bien plus dur de faire une première place ou de faire un podium sur les Europes que sur le mute. Mais du coup, déjà, elle a fait ce geste-là qui envoyait un super message. Et puis, moi, au téléphone, elle m'a vraiment poussé à aller aux Europes en me disant que elle s'était trouvée dans une situation similaire en tant qu'athlète avant et qu'elle avait fait le choix d'aller à la Transvu plutôt qu'au monde et qu'elle le regrettait encore. Elle m'a aussi dit, pense à tes parents ou tes grands-parents qui connaissent pas grand-chose en trail, forcément, tu leur dis j'ai gagné le mute, ils vont dire super, qu'est-ce que c'est? Alors que tu leur dis rien que je suis sélectionné en équipe de France, ça parle direct et il n'y a pas vraiment besoin d'expliquer. Et même elle en interne, elle trouve que ça a vraiment de l'importance et que pareil, pour pitcher aux personnes qui sont au-dessus d'elle les résultats à la fin du mois, dire on a une médaille aux Europes, point barre, c'est fini, il n'y a pas besoin d'expliquer qui est-ce qu'il y avait, quelle performance c'était, tout de suite ça parle et on sait que c'est une grosse perf, alors que d'expliquer on a une médaille sur le mute, faut expliquer l'histoire de la course, sa place dans le calendrier, qu'il y avait des mecs chauds, etc. Donc voilà, je pense qu'effectivement, l'histoire de courir sous un maillot différent de son sponsor et aussi la médiatisation, ça pèse pas dans la balance pour les marques pour nous envoyer sur des championnats, mais pour autant, il y a d'autres arguments. Et en tout cas, moi, ça a été super bien reçu et ils m'ont encouragé. Ouais, moi, je te rejoins. Je pense que c'est important aussi que les athlètes ils fassent le choix d'aller sur ces championnats parce que pour la crédibilité de notre sport en dehors de la sphère du trail, ça passera quand même par ces championnats qui parlent à tout le monde, des championnats du monde, des championnats d'Europe, ça parle à tous les sports et c'est quand même important. Et moi, j'aime bien dire des fois en rigolant. Si t'es pas capable d'activer ton athlète qui a fait une médaille au championnat d'Europe, faut peut-être changer de métier, quoi, en fait. Même si tu portes pas du on, alors c'est sûr que ça pose des problèmes, tu peux pas utiliser les images de la course, mais voilà, dire on a un médaillé européen, je pense que quand même c'est vraiment sympa. Et puis la valeur de la course, elle sera dépendante aussi de qui vient. Les championnats du monde, je suis bien placé pour en parler, j'ai gagné 2 médailles. Avec du recul, j'ai jamais été le deuxième meilleur athlète du monde dans mon format parce que les meilleurs coureurs venaient pas. Bon, l'année dernière, on a commencé à voir que quand on regarde les top 10 des championnats du monde de trail long et de trail court, là, on commence à se dire, ouais, il n'y a pas tant d'athlètes qui étaient sûrs de monter sur le podium, quoi. Et je pense que la crédibilité de ces championnats, il viendra aussi par le fait que des athlètes comme toi, Antoine, aillent sur ces courses. Et moi, on en avait parlé en off avec Louis Travaillot. Moi, je comprends pas qu'on puisse préférer aller au mute, par exemple, qu'aller faire les championnats d'Europe, tu vois. Et ça, je pense que le jour où ce sera vraiment ancré dans la tête de toutes les athlètes que le championnat international ça passe avant parce que d'abord il n'y en a pas 50, il y en a qu'un dans l'année, alors que des belles courses, t'en as tous les mois ou quasiment quoi. Non, ça c'est sûr, je pense que ça fait partie aussi de notre sport comme le vélo. Aujourd'hui, bien sûr, c'est un sport fédéral et il y a des championnats, mais les grandes courses, elles ont aussi leur importance et je pense que tu demandes à un cycliste s'il préfère être champion d'Europe ou gagner le Tour de France, il choisit le Tour de France, quoi. Et le trail, c'est un peu ça aussi encore aujourd'hui, donc les deux discours s'entendent, c'est sûr. Mais ce qui est sûr aussi, c'est qu'il y avait une énorme densité. Sur la ligne de départ, il y a plus de 10 personnes à plus de 920, je crois. Donc il y avait vraiment une grosse densité et on ne pouvait pas forcément dire qui est-ce qui allait gagner. Et ça, c'est chouette. Et après, je pense qu'il y a aussi pour l'athlète à penser sur le retour un peu sur investissement et qu'il faut aussi avoir une vision long terme. Et bien sûr, moi, à court terme, j'avais bien plus intérêt à aller faire le mute, par exemple, et je me suis un peu assis sur des primes pour aller au championnat d'Europe. Mais moi, je fais pas. Enfin, ça reste une passion, le sport, et je fais pas ça. Je cours pas après les primes. Et je préfère faire aussi des courses qui me font vibrer. Il faut des deux, mais il faut des deux. Faut pas faire que des courses pour les primes. Moi, je trouvais ça important. C'était une course qui me faisait envie et je trouvais ça important d'y aller. Et aussi, je pense que du coup, à long terme, derrière, il va avoir des retombées
qui sont pas des primes de course, mais ça rajoute une ligne sur le CV et un palmarès qui derrière pèsera dans la balance pour d'autres sponsors, pour des négos, etc. Et je suis content d'avoir fait ce choix. Il y a aussi un vrai, après je te laisse enchaîner Théo avec ta question, peut-être un vrai intérêt à terme, comme ce qui a été fait un peu en 2024 en mettant le championnat d'Europe sur la Maxi Race, encore que c'était une course à part, pour donner encore plus de crédibilité, de visibilité à ces championnats d'Europe. Pourquoi ne pas le mettre sur une course avec une grosse renommée? Typiquement, est-ce que ça aurait pas été incroyable de voir qu'à Zegama, ce soit le championnat d'Europe? Est-ce que ça aurait pas été quelque chose d'encore plus, d'encore plus Ça fort? c'est sûr, hein. Je pense que en tant qu'athlète, nous c'est notre rêve, hein, qu'il y ait plus de circuits et que d'avoir une course. Enfin, c'est là où on aurait le plus de niveau, quoi. Si tu mixes les deux, il y a plus de choix à faire. Pour autant, j'ai l'impression un peu que les deux circuits évoluent en parallèle et que du côté de la Fédé, il n'y a pas forcément d'acceptation qu'il y ait d'autres courses et que certaines personnes qui font les choix en haut, ils peuvent évoluer un peu avec les œillères et dire bah non, les championnats du monde, c'est les championnats du monde, point barre. Je sais pas, après, moi, j'y suis pas du tout, mais je sais pas forcément s'il y a une volonté de dialogue de ce côté-là. Juste un tout petit point, je rebondis là-dessus. Ouais, moi, je suis partagé parce que on avait justement eu ce problème sur le Maxi Race 2024 où le podium des championnats d'Europe était 100% français et à côté, on a une course de la Maxi classique où dans les 5 premiers, il y a Mathieu Blanchard, Thibaut Garivier, Aurélien Dunant, Baptiste Chassagne et Vincent Bouillard. Bon, Vincent était inconnu à l'époque, mais en fait, le poids médiatique du top 5 de la Maxi est tellement plus fort que ceux qui étaient sur le podium des Europes, alors que sportivement, c'est sans doute très proche, que ça dessert vraiment, je trouve, le championnat d'Europe. Là, au moins, il y avait une sacrée course. Ouais, je pense que c'est difficile de... C'était pas la même course, justement. C'était une course qui partait de Faverges et c'était pas le même événement. Alors que si on l'avait mis sur le même événement ou sur un Zegama, par exemple, ça serait la même course. Ça serait pas faire une course championnat d'Europe élite une demi-heure avant. Ouais, mais il faut faire sauter les quotas d'athlètes par nation dans ce cas-là, quoi. Bah oui. C'est ça la limite. Mais oui, c'est sûr que ce serait les plus belles courses, quoi. Théo, tu voulais poser une question à Antoine, je crois. Bah déjà, félicitations pour les Europes. Et du coup, j'avais une double question. Si on prend un peu de recul depuis 2 saisons, dès que tu t'alignes sur une course, t'es quand même très performant. Tu passes très rarement à côté d'une course. Et du coup, selon toi, quels sont les éléments qui font que tu as cette réussite et que tu es capable d'enchaîner les gros objectifs? Et puis une question qui m'intéresse forcément un petit peu plus, sur les réseaux, j'avais vu que tu avais commencé un peu à mettre en place de la prep physique avec Valentin Chanvillard l'année dernière. Et je voulais savoir si tu avais continué et si oui, est-ce que tu avais ressenti des bénéfices? Merci beaucoup. Je te rassure, je passe quand même un peu à côté. Nico, il pourra témoigner. Je fais la Saint-Élion cet hiver et je n'ai pas terminé. Mais non, c'est T'es la sûr seule. que depuis début 2025, là, je marche un peu sur un nuage et il y a eu un vrai gap en termes de performance que moi, au quotidien, je l'explique pas forcément parce que j'ai le même coach, Jérôme, on fait les mêmes séances. J'ai pas l'impression de mettre plus d'implication et de me saigner plus à l'entraînement et même j'ai l'impression d'être un peu plus cool, relax au quotidien. Maintenant, objectivement, si je prends du recul, il y a quand même eu un gros changement, c'est que j'ai arrêté de bosser toutes les quatre années de 2020 à 2024. Je travaillais en développement footwear chez On à Zurich et fin 2024, j'ai posé ma démission, mais depuis, je fais que ça. Donc, je pense que même si j'ai pas l'impression d'avoir changé mon implication au quotidien dans l'entraînement, ça me permet de mieux récupérer, ça me permet de choisir quand je vais m'entraîner. En fait, je construis mes journées autour de l'entraînement. Donc, les sorties longues, j'y vais au soleil. Je m'entraîne aussi plus avec des copains. Donc, en fait, au quotidien, je prends vachement plus de plaisir à m'entraîner. Disons que quand je bossais et que j'y allais à la frontale après le taf, il y avait quand même pas mal de fois où il fallait se mettre un coup de pied aux fesses. Là où depuis l'an dernier, c'est quand même quasi tout le temps du plaisir. Donc ça, je pense que ce plaisir à l'entraînement, il paye forcément. Puis après, sur la récup, derrière, faut pas que je cours pour vite manger mon déj
retourner derrière l'ordi, je peux prendre le temps de faire une petite sieste et tout. Et j'imagine que c'est ça parce que je vois pas grand-chose d'autre. Et voilà, moi j'ai pas l'impression d'être devenu plus fort. Clairement, j'ai les mêmes ressentis à l'entraînement, en course, etc. J'ai plutôt l'impression que les autres courent moins vite en course, mais ouais. Et après sur la muscu, je vais peut-être un peu te décevoir parce que je suis pas un grand adepte de la muscu et mon coach non plus. Moi, je viens du ski de fond, donc j'en avais bouffé quand je faisais du ski, de la muscu. Et aujourd'hui, moi, ce que j'aime, c'est vraiment passer du temps dehors et faire des sports extérieurs. Et du coup, moi, ma philosophie, c'est qu'il y aura toujours un meilleur impact à faire un exercice qui est dehors. Et que typiquement, plutôt que de faire une séance de muscu excentrique, il faudra toujours mieux faire une séance de descente en trail parce que tu vas travailler les muscles en excentrique pareil, mais tu vas aussi travailler le neuro et la technique. Et puis, pour quelqu'un comme moi qui n'aime pas m'enfermer dans une salle, il y aura du plaisir. Et je pense que à long terme, c'est toujours ce qui prime. Donc, pour autant, j'ai quand même je fais de la muscu depuis 2 ans. Je ne mettrai pas les performances là-dessus, mais peut-être que ça a clairement un rôle. Hein. Moi, c'est ma philosophie, mais je suis complètement ouvert à entendre d'autres avis et je pense que c'est bien. Et pour autant, donc depuis 2 ans, je me suis mis à la muscu. C'est quelque chose que j'avais jamais fait avant parce que j'avais un boulot et que du coup j'avais un nombre très limité de temps à consacrer à l'entraînement et que je pouvais pas ajouter une séance de muscu. Donc si je voulais mettre en place une séance de muscu par semaine, ça voulait dire que j'enlevais une séance de course à pied par semaine et que j'estimais que la qualité de l'entraînement serait toujours meilleure avec cette séance de course à pied. Depuis que je suis à temps plein, je peux garder toutes ces séances de course à pied et venir rajouter par-dessus ça une séance de muscu. J'ai mis ça en place plus dans un but de prévention de blessures. Et donc, j'ai fait un cycle les 2 derniers hivers. C'est seulement une séance par semaine, ce qui peut-être que pour les puristes comme toi, c'est pas assez. Mais je me disais que plus j'arriverais pas à le tenir sur le long terme. Et j'y ai vraiment trouvé mon compromis en me disant que en fait, quand je pars à la muscu, je fais mon sac un peu comme si j'allais boire un café avec les copains. Et c'est vraiment le côté social qui m'aide à y aller. Et du coup, je vais au café avec les copains et surprise, entre deux verres d'eau, faut soulever des barres. C'est un peu comme ça que j'arrive à y aller, mais j'irai jamais me faire une séance de muscu tout seul. Et du coup, je fais ça de je dirais, octobre à début avril. Et à partir du moment où je commence les compètes, etc., là, pour le coup, j'arrête la muscu aussi parce que il fait beau et que en hiver, c'est facile d'aller se mettre dans une salle, il fait chaud, c'est sympa. Là, je préférerais toujours aller faire un tour de vélo à la place. Antoine, pour clôturer un petit peu notre entretien, est-ce que cette expérience en bleu, elle t'a donné envie de potentiellement retenter l'aventure et essayer peut-être de te qualifier pour les mondiaux l'année prochaine? C'est sûr que c'était vraiment une super expérience et je suis vraiment pas déçu. Moi, j'ai adoré aussi le fait de courir pour un collectif et pas seulement pour soi. Les mondiaux en Afrique du Sud, les mondiaux me font envie. Le fait que ça soit en Afrique du Sud, je pense que je les jouerai pas parce que j'essaye de pas prendre l'avion pour mes compétitions. Je l'avais jamais fait de ma vie. Là, je l'ai déjà fait deux fois cette année pour les Europes et pour Madère. Donc l'année d'après, je vais essayer de rester plutôt local. Et aussi, c'est un plus gros trajet que Slovénie où j'ai dû passer 3 heures dans l'avion. Mais là, c'est un coup de 10-12 heures, donc tu brûles vachement plus. Donc ouais, le voyage et la destination excitent beaucoup de monde. Pour moi, c'est plutôt un frein. Et s'il y a voyage, j'essaye parce que je ne m'interdis pas complètement de prendre l'avion, hein, mais s'il y a voyage, j'essaye d'y mettre vraiment du sens et que ça soit pas seulement pour le sport et de pas
pas faire l'aller-retour, faire la compète et rentrer chez soi. Et c'est un peu le cas pour ces championnats, parce que tu y vas avec la Fédé, c'est important d'y aller en groupe, etc. Et eux, ils peuvent pas te payer un séjour de 3 mois sur place pour découvrir la culture locale, évidemment. Donc faire l'aller-retour pour une semaine en Afrique du Sud, moi, c'est quelque chose qui n'est pas en accord avec mes convictions aujourd'hui. C'est pas, peut-être que j'y réfléchirai et peut-être que vous me verrez au départ de la course de sélection l'année prochaine. Je suis pas, j'ai pas encore complètement fait mon choix, mais aujourd'hui, tu vois, par exemple, les Europes qui se passent en Suisse à côté de la maison m'attirent plus, et les mondiaux d'après, c'est sûr que j'ai envie ça me fait rêver d'un jour faire des mondiaux, mais pour autant peut-être pas l'Afrique du Sud l'année prochaine. Ouais, en 2028, les championnats d'Europe auront lieu en Suisse. Deux petites infos quand même avant que tu nous quittes. En 2028, on a appris que l'appellation officielle du championnat d'Europe allait changer de nom, puisque ça s'appellera plus désormais le championnat d'Europe off-road, mais bien le championnat d'Europe de trail. Donc il y aura toujours la course en montagne et le trail, mais ça s'appellera, ils vont unifier ça sous l'appellation trail. Et il y a des discussions en cours sur le potentiel changement de nom de la course en montagne, du coup, qui pourrait s'appeler Fast Trail, Trail Sprint. A priori, c'est une idée qui a émergé d'Antonio Gallego, là, qui est entraîneur des équipes de France de course en montagne. Rapidement, peut-être, votre avis là-dessus, peut-être Antoine, vous en avez discuté, vous Ouais, ils nous ont présenté ça quand on était en stage à Briançon, effectivement, Antonio, qui est le responsable, l'entraîneur de la course en montagne. C'est sûr que, en tout cas, chez les coureurs en montagne, un peu les puristes, ça peut un peu coincer et grincer, parce que eux, c'est aussi leur histoire, et ils y sont attachés à ce nom. Maintenant, objectivement, tous, quand on prend du recul, pour moi, c'est clair qu'on fait exactement le même sport, et ce qui change, c'est la distance, quoi. Donc ça fait sens que on s'appelle tous pareil. Moi, j'aurais plutôt appelé le trail course en montagne long, mais parce qu'on est en France, mais il y a peut-être plus de pratiquants de trail, donc ça parle à plus de monde, et je pense que c'est bien aussi d'unifier un peu ça, et que pour que la personne qui s'y connaisse moins ait plus de facilité à comprendre un peu tous les formats. Ouais, moi je rejoins. En tout cas, l'appellation off-road, c'est un peu, je sais pas, c'est un peu spécial. Donc, je pense que vu la popularité du trail actuel, tout regroupé sous le nom de trail, et puis donc du coup renommer les disciplines de course en montagne, même si finalement, est-ce qu'elles ont besoin d'être renommées, puisque aujourd'hui elles s'appellent Uphill, Up and Down. Donc à discuter, quoi. On verra en tout cas comment ça va évoluer. Antoine, on te retrouve sur l'UTMB sur la semaine à Chamonix. Ouais, petit switch, on va quintupler des distances. J'ai hâte, mais j'ai peur. Et je fais Verbier 80 aussi, 80 bornes dans un mois, là, sans trop d'objectifs et de préparation, mais plus pour se faire botter les fesses par une longue distance un peu, et prendre une chasse avant d'aller à l'UTMB pour savoir ce qui m'attend sur la ligne de départ. En tout cas, on te souhaite tout le meilleur. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'avoir pris du temps. Et puis, bonne préparation, et on se reverra très vite sur les sentiers. Allez, on va pouvoir passer à notre nouveau rendez-vous, notre nouvelle rubrique. On est très content d'accueillir Alexis Rosset. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le meilleur speaker de France, bien sûr. C'est lui qui m'a dit de dire ça, donc je le répète, bien sûr. Du monde. Alexis, très content de t'accueillir. Rapidement, toi, les Europes, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que j'en pense? Il faudrait que j'ai pas regardé. Voilà, honnêtement, il y avait tellement de sport à côté. Le tennis, la Formule 1, ouais, je suis désolé, Antoine. Enfin, j'ai vu sur le gramme. Hein. Non, les Europes, moi, arriver à suivre tout ce qui se passait, c'était un peu complexe, et ça me hypait pas tant. Donc, je t'avoue que j'ai fait le récap le dimanche soir sur le canapé sur Insta, mais j'ai pas creusé plus que ça. Bon, tu nous as préparé une petite rubrique pour ta grande première sur le thème Le trail, il a changé. Alexis, j'ai envie de te dire, c'est à toi. Eh oui, merci l'équipe de m'accueillir et me donner une chance. Hein. Peut-être la seule, on verra bien. Et l'idée, voilà, c'est ça, c'est de vous proposer cette chronique régulièrement. Donc voilà, moi c'est ma première officielle sur cette chronique qu'on va appeler le Troubadour Show. Rapidement, je vais me présenter un peu à tout le monde. Et moi, c'est Alexis, donc je suis né, grandi, enraciné à Combloux.
Alors oui, je sais, tout le monde va dire, ah, mais c'est Wabit Chassagne, certes, mais on a quand même d'autres monuments. On a quand même un lac biotope, 2 boulangeries et un café qui fait aussi presse, tabac, poste, et surtout, qui ne sert pas de matcha glacé. Ça, c'est important de le noter. Après, quand on me demande ce que je fais dans la vie, bah, c'est un peu complexe. Du coup, j'aime à dire que je commente autant l'UTMB fin août à Chamonix que des combats de robots fabriqués par des lycéens dans un gymnase mal éclairé. Ça vous donne un peu de contexte. Et puis pour le reste, je vous laisse aller sur le LinkedIn parce que j'ai vu que c'était la dernière tendance de la planète trail pour proposer du contenu croustillant. Et d'ailleurs, je vous propose ma petite mention spéciale de ma pépite de la semaine. Alors ouvrez les guillemets. Attention. Le meilleur moyen de réaliser l'impossible est de croire que c'est possible. Cher réseau, je suis fier de vous annoncer que j'ai réussi à combiner ma déclaration d'impôt en totale autonomie tout en maintenant une démarche de haute performance en vue du 27 km du trail du Hérisson mal brossé le 30 mai prochain. Fermez les guillemets. Voilà, je vous laisserai vous délecter de ça. On le mettra, le lien, dans la bio. Allez, j'attaque mon baptême du feu dans LTQA, comme vous l'appelez, par une phrase tout autant clivante que le débat lait avant ou après les céréales ou encore un ITRA versus UTMB Index pour savoir quel est le meilleur cote Argus du marché trail. Alex, Voilà. mets le son quand on entend vos rires, vous avez. Allez, une phrase que l'on réchauffe à toutes les sauces. Cette phrase, le trail, il a changé comme les bonnes vieilles Panzani 3 minutes de notre jeunesse. Voilà. J'ai fait un placement de produit, je vous enverrai le RIB, les gars. Merci à tous. Parce que les merci, ça paye pas mes gels. Hein. Allez, donc aujourd'hui, on va vous parler de cette maxime. Le trail, il a changé. Donc certains membres du podcast vont déjà sûrement se crisper à l'écoute de ça. Mais rassurez-vous, messieurs, dames, j'ai aussi mes principes. Ne mettez pas fin à ma période d'essai après seulement 1 minute 30 de chronique. Parce que monter si haut pour descendre si bas si vite, ma carrière de chroniqueur, elle pourrait ressembler à une manche des Golden Trail World Series finalement. D'ailleurs, Greg Voilet, il est déjà sur le dossier pour racheter mon parcours. Bon, voilà. Non, mais sinon, j'ai de belles qualités pour élever vos collaborateurs et la dynamique de l'entreprise. Hein. Voilà ce que j'avais sorti au Carrefour Contact à Cambou à l'époque, quand j'avais 16 ans pour mon job étudiant. Et elle m'a jamais rappelé. Allez, je m'égare. On y va. Alors ouais, le trail, il a changé. C'est le nouveau refrain qui résonne. La suite de la tendance après les quackroubés, les hand spinners, les straps nasaux, les crottes de souris chelous, ou encore les records des plus à 4 pattes avec tuba, seul supporté durant 15h35 sans nicotine ni pompote. Bref, voilà, ça y est, c'est parti. Donc bref, ouais, le trail, il a changé, mais je vais pas te dire le contraire. Tout change, gamin. Hein. Regarde, le foot, il a changé. Déjà, à la base, c'était ça. Hein. C'est Kiki de Bondy qui l'a dit. Le prix du carburant aussi, il a changé. Ça, on l'a bien senti. Mon ex de 5e, elle aussi, elle a sacrément changé. Hein. Me plaquer pour ce fumier de Michael avec sa 50 cm3 débridé. Mais aujourd'hui, la roue, elle a tourné, Mélodie. Regarde, je suis chroniqueur. Là, je me rôde, mais j'arrive sur France Inter. Laisse-moi quelques mois et je suis bon. Donc, en gros, tout change. Ça fait partie du cycle de la vie. Une fois, on m'a dit que tout ce qui stagnait finissait par croupir, un peu comme l'eau. Alors, acceptons le mouvement, vivons, dansons avec, mais pas la tectonique, s'il vous plaît. Quand même, mettez du respect sur son nom, Astrail. Mais non, arrête. Tu pratiques encore, Mathieu? Mais toi, ouais. Allez, rendez-vous 90 du Mont. Rendez-vous à Cham 90 du Mont Blanc, c'est Sur la ligne d'arrivée, je fais ça. Ouais. Donc pour finir, moi j'ai envie de te dire que si t'es pas en phase avec ce changement du trail, rappelle-toi que tu auras toujours chez toi un beau champ prêté par le père Mermillot pour élancer un peloton de 150 coureurs sur un tracé réalisé par l'association des parents d'élèves de l'école primaire Jean Moulin afin de financer la classe verte de cet été. Et cet été, on va où les enfants? Au Lioran. Eh oui, voilà. Désolé Mathieu, on est en restriction budgétaire cette année. Hein. Ouais, l'État, il a pas voulu nous filer plus de sous. Mais en tout cas, les bénévoles, ils tiendront la buvette avec 82 litres de pâte à crêpes écoulées, 31 fûts de bière locale et des hot dogs à la moutarde qui te piquent le nez. Le speaker, il va écorcher un nom sur 2 parce que lui, à la base, en fait, c'est pas son boulot, il est facteur la semaine. Et tu repartiras fier comme un coq avec ta confiture de coin car tu as fait podium Master 3, Master 4 combiné. Parce que ouais, ils font chier, la FFA, avec leur nouvelle catégorie, Catherine n'avait pas assez de l'eau, du coup, on a pris les anciennes. Donc voilà, c'est ça le trail qu'on aime. Qu'il change ou pas, je crois que c'est pas le débat, car après tout, c'est un peu comme ces restos à volonté à la devanture un peu douteuse en zone commerciale. Il y en aura toujours pour tous les goûts. Et à la fin, de toute façon, on finira toujours par avoir envie de gerber, car on aura trop mangé. Merci, messieurs, dames. Magnifique, bravo. Magnifique. Merci. Première de notre cher Alexis Rousseau, Rousseau. Putain, Rousseau, c'est. Ouais, j'aime bien. Tu nous as fait tellement d'envolées lyriques que je t'ai confondu avec Jean-Jacques Rousseau. Merci beaucoup, Alexis. On espère que ça va devenir un rendez-vous
toutes les 2 semaines, que tu seras présent avec nous pour cette nouvelle rubrique qu'on a pris grand plaisir à écouter. On espère que les auditeurs et les auditrices auront aussi pris beaucoup de plaisir et auront aussi bien rigolé comme on a pu le faire. Merci. Merci l'équipe. Est-ce que tu restes avec nous pour le Qui suis-je ? Ouais, j'espère bien gagner ce premier Qui suis-je dans lequel je fais mon apparition. Je l'écoute toutes les semaines et à chaque fois je me dis qu'est-ce qu'ils sont nuls. Allez. Il y aura peut-être du coup un peu de concurrence pour Nico Martin. Ouais, faut censurer Nico par contre. Je peux vous dire que j'ai durci les choses pour aujourd'hui. On va commencer. Est-ce qu'Antoine il veut jouer aussi ? Ah, c'est vrai qu'Antoine est toujours là. Bien sûr, je suis resté pour ça, moi. Ah, il Antoine. y a du monde aujourd'hui. Petit rappel des règles, bien sûr, pour ceux qui ne connaîtraient pas le fameux jeu du Qui suis-je. Le but, comme d'habitude, est de trouver une personnalité du trail. Pour vous faire deviner cette personnalité, je vous énonce plusieurs faits marquants la concernant. Dès que l'un d'entre vous a une idée, il me donne son prénom pour que je lui donne la parole. Par contre, s'il a faux, il n'a plus le droit de jouer. 5 personnalités au total à trouver et un point commun qui les relie entre elles pour glaner un point bonus. Petite variante cette semaine. Pour les 2 premières personnes à trouver, on reste sur les règles classiques. Je vous énonce quelques faits marquants. Vous devez me trouver la personne. Or, pour les 3 dernières personnes, on va corser un petit peu la chose, puisque je ne vais plus vous énoncer des faits marquants sur la personne, mais je vais vous énumérer, grâce à sa fiche ITRA, un résultat par an que cette personne a réalisé. À partir de ces résultats que je vais vous énumérer, vous allez devoir me trouver la personne, bien sûr. Je n'ai pas pris les résultats les plus marquants. C'est là où ça va se corser. Est-ce qu'on est bon ? Comment on bip ? Tu me donnes ton prénom, si tu as trouvé. Ok. Alors, j'ai Margot à côté de moi. Bien sûr, Margot, tu ne regardes pas mon écran. Première personne à trouver. Je suis né le 18 juin 1983 à Los Corrales de Buelna, en Espagne. Je suis donc espagnol. En 2014, j'obtiens ma première sélection en équipe nationale. Une consécration pour moi, car c'est l'année de ma première vraie saison de trail. Très vite, je deviens championne d'Espagne de trail et consécration en 2016. Je termine sur le podium des championnats du monde au Portugal, derrière une légende du trail français, Caroline Chabraud. En 2017, je deviens même professionnel de mon sport. La première autoproclamée en Espagne, grâce à mes partenaires Sport HG et AML Nico. Sport. Alors, il y a peut-être un décalage. J'ai entendu Margot, qui, j'espère, m'a pas regardé mon écran. Margot, c'est à toi. Nouria Picasse. C'est une mauvaise... Azara Garcia. Vous pensez que c'est ça, les autres ? Moi, j'aurais dit Nouria Picasse aussi. C'est une bonne réponse de la part de Nico Martin. C'est à Azara Garcia. Je termine la même année, je remporte l'une des courses espagnoles les plus prestigieuses, la Trans-Gran Canaria, avant en 2018 de remporter le Grand Trail des Templiers. J'ai l'un des plus beaux palmarès du trail mondial et l'une des carrières les plus longues à haut niveau sur le circuit féminin. Je suis Azara Garcia de los Salmones. Bravo Nico. Premier point pour Nico Martin. On se réveille les autres. Personne numéro 2 à trouver. Je suis né le 2 mars 1996 dans un pays d'Europe centrale, membre de l'Union européenne depuis 2004. Nico. Non, Nico. Nico, là, si tu trouves la bonne réponse... Mathieu. Moi, je vais en tenter un aussi. Attends, Nico. Barbara Bukovian. C'est une mauvaise réponse de Nico Martin. Tu n'as plus le droit de jouer. Mathieu. Peter Frano. Pourquoi Peter Frano ? Parce que je sais qu'il est né en 96. Ok, et qu'il est de République, il est de Slovaquie, donc... Et oui, il a pu la Slovaquie, bien sûr, qui est rentrée dans l'Union européenne en 2004. Tu te rappelles ? Oui, exactement. Bon, ça fait chier parce que c'est une bonne réponse. Mais oui, c'est ça. Enfin, c'est fort. Hein. Du coup, j'ai pas dit le pays exprès, mais bon, bref. J'ai terminé à une anecdotique 44e place sur les championnats d'Europe 2026. Un résultat très décevant pour moi, car c'est justement sur un championnat international que je me suis révélé en 2022 en terminant à la 8e place du trail long. L'année suivante, au championnat du monde en Autriche, peu de monde mise sur moi. Or, j'arrive à accrocher ce qui était à ce jour ma plus grande perf en carrière, la 3e place. Décidément, les championnats du monde me réussissent très bien, puisque je termine en 2025 en Espagne, 5e du trail long. Cette même année, je termine même 9e de la Western, mais surtout, je remporte la Transvulcania en 6h55 au nez et à la barbe d'Andreas Reiterer. Je suis slovaque, je suis Peter Frano. Un point Nico, un point Mathieu. Le troubadour, on l'entend moins, là. On n'a même pas le temps d'entendre les premières phrases. Qu'est-ce qu'on fait ? J'ai envie de mettre une petite variante parce que Mathieu et Nico, vous n'avez pas le droit de jouer en premier sur cette personne. Ok, faut attendre que les autres répondent. On peut quand même dire notre nom, mais on donne pas. Ouais, si tu veux. Donc là, on part sur la fiche ITRA, donc sur les résultats. Donc on tente, on verra si c'est intéressant ou pas. Parce que là, je pense que ça va être quand même un peu plus compliqué. J'espère.
Troisième personne. J'ai aujourd'hui une cote ITRA générale de 794. En 2015, je termine deuxième du 90 km de la Vasalopette Ultra Vazan. En 2016, je remporte le marathon du Mont Blanc. En 2017, je remporte la Transvulcania. Margot. Ida Nilsson. C'est une très bonne réponse de Margot Lemap. Ida Nilsson. Ida Nilsson qui en 2018 termine troisième de la CCC, en 2021 remporte le format marathon de l'Ultra Pyrénéo, en 2022 25e de Zegama, en 2024 6e de la Western et en 2025 4e de la Western. Ida Nilsson, la Suédoise. Bravo. Il y avait un petit indice avec sa première course en 2015 qui était une course en Suède. Quatrième personne, ça fait 1 point Nico, 1 point Mathieu, 1 point Margot. 0 point Alexis, 0 point Antoine. Je tiens de préciser. La piquette. Quatrième personne à trouver. J'ai aujourd'hui une cote ITRA générale de 770. Non, je ne suis pas Louis Travaillot. Oh, la balle perdue. En 2014, je termine 7e de Cerzinal. En 2015, je remporte la Veja Sky Race en Italie. En 2017, je termine 2e du Livigno Sky Marathon. Oh, putain, j'y étais en plus, je crois. 2017 ? C'était un peu tôt, non ? Nico. Non, mais là, si tu l'as. Il peut pas. Bon, on donne une chance aux autres, Nico. Garde la Ouais. personne. Voilà, si tu l'as, c'est quand même assez incroyable. En 2018, je termine 4e de Zegama. Mathieu. On laisse jouer les autres. Théo, Alexis et Antoine, vous avez le droit à une proposition. Hein. Je continue. En 2019, je termine 5e des championnats du monde de trail au Portugal. En 2021, je remporte l'Okonig Sky Race en Autriche. Je pense que je l'ai. Hein. En 2022, j'ai remporté, et là je pense que peut-être, en tout cas Nico, ça va peut-être confirmer ton choix. En 2022, j'ai remporté les championnats du monde de trail court en Thaïlande. Ah là, je suis pas avec des connaisseurs là. En 2024, je remporte la Skara Sky Race en Roumanie. On est nul à gage. J'ai une dernière date et après, si vous n'avez pas de proposition, je laisserai Nico proposer. En 2025, je terminais 2e de la Monte Zerbion Sky Race. Bon, bah, je crois que je vais laisser Nico. Margot, t'as quelqu'un ? Non. Nico ? Denisa Dragomir. C'est une très bonne réponse de Nico Martin. C'est quoi qui t'a donné la puce à l'oreille ? Bah, j'hésitais en fait entre Elisa Desco et elle. Et après, comme j'ai pas répondu tout de suite en 2022, ça m'a confirmé. Parce que je savais que c'était pas Desco qui avait gagné. Ouais, c'est un petit peu trompeur sa fiche ITRA à Denitsa parce qu'on le rappelle, elle est roumaine et en fait, toutes ses premières courses, c'était beaucoup des courses en Suisse et en Italie. Et après, il y a un petit peu de skyrunning et il y a aussi, surtout, bien sûr, sa victoire au championnat du monde de trail court en Thaïlande. C'était la roumaine Denitsa Dragomir. 2 points Il y a un Nico. point commun à trouver. Il y a toujours un point commun. D'ailleurs, je vous le rappelle, Antoine, Alexis, il y a un point commun entre tous ces athlètes. Si vous me trouvez le point commun, vous pouvez me le donner quand vous voulez. Vous avez un point bonus. Bah, le point commun, c'est qu'on n'en connaît aucun avec Antoine, non? Moi, j'ai peut-être le point commun. Nico. Tu veux le donner? Il y a une chance de donner un point commun. Donc, si t'as pas le Ouais, bon point commun, je le donne. tu le tentes, vas-y. Ils ont tous été médaillés mondiaux. C'est une bonne réponse. Merci. Très bonne réponse de Nico Martin qui Ouais, prend t'es indécent. qui s'échappe. Bon, la prochaine fois, il joue pas. Hein. Comme ça sera plus simple. Nico Martin 3, Mathieu 1, Margot 1, Théo 0, Alexis 0, Antoine 0. Dernière personne à trouver. Est-ce que je fais un x5 pour la dernière personne à trouver? Comme ça relance un peu les débats. En sachant qu'il y a peut-être moyen qu'il y ait d'autres personnes qui trouvent à part Nico. Allez, je fais x5 sur la dernière question. C'est la Golden Carotte, comme dans le Moscato Show. J'ai aujourd'hui une cote ITRA générale de 890. En 2015, lors de ma première course, je termine Sierzinal Junior à la 7e place. Là, j'y étais. J'avais battu. Quoi? Non. Mais là- T'y étais? Ah non, c'était en 2016, moi. Ah, dommage. Mais tu peux tenter, vas-y, comme ça tu perds. Non, j'ai aucune idée. Pas plus d'interruption comme ça, Mathieu, s'il te plaît. En 2016, qu'est-ce que je fais? Je refais Sierzinal Junior, mais là, je termine 2e. Antoine, Vas-y, Antoine. Simon Pacard. C'est une mauvaise réponse. Ah. Antoine, je suis gentil. J'ai plus le droit de jouer. Je te laisse encore l'opportunité de rejouer. On est Vas-y, gentil. je veux tenter. Vas-y, tente. Maximilien Drillon. Putain, tu casses les couilles. Putain, tu fais chier, j'avais préparé plein de trucs, c'était trop bien. Là. Et... Parce qu'en fait, c'était hyper... Putain, mais comment t'as trouvé?
Mais j'y étais, j'ai fait quatrième. Il avait Ah fait mais ouais, je suis trop con. Mais putain, j'aurais dû te dire de pas jouer. Parce qu'en gros, après, j'avais sorti que des perfs où c'est assez fou. D'ailleurs, c'est en trail, c'est perfs. En 2017, il fait les championnats du monde de course en montagne en Italie, 44e. En 2018, championnat du monde de course en montagne en Andorre, 45e. 2019, championnat du monde en Argentine, 13e. 2021, Sierzinal, 39e en 2,48. En 2022, Sierzinal, 25e en 2,43. L'année où il est champion d'Europe de trail. En 2023, 6e du marathon du Mont Blanc. En 2024, 3e de Néry-Vue-Melaison. En 2025, 3e de l'ETC. En 2026, 7e de Zegama. J'étais et je suis Maximilien Drion. Bon, ben, du coup, Mathieu, victoire, hein, je crois. Sur Ouais. la Non, dernière. parce que Nico, ah oui, avec le x5, ok. Il a shippé la victoire à Nico Martin. Mais attends, il est médaillé européen, mais pas mondial, Maximilien. Mondial de quoi? J'ai pas dit. Mais le point commun, t'avais dit que c'était des médaillés mondiaux. C'était des médaillés internationaux, du coup. Internationaux. Ouais. Aïe, 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 bah tu vois, en voulant aller trop vite dans ma préparation, je me suis trompé. Mais le point commun était celui à trouver, donc j'ai juste commis une erreur sur Maximilien. En tout cas, merci beaucoup à. De toute façon, Alexis, le plus important, c'est toujours de participer, hein, comme on dit. Ouais. Merci de ta présence, en tout cas. Allez, on va pouvoir passer à notre dernière rubrique. Vous en avez l'habitude, les recos de la quinzaine. Et on commence tout de suite avec la reco de Théo, que je trouve magnifique aujourd'hui. De base, j'étais prêt à vous recommander une petite marque de carnet de sudoku parce que j'ai replongé dans cette passion dévorante. Mais je vous partage la vidéo qui m'a vraiment marqué ces derniers jours. C'est la dernière vidéo d'Hakim Omiri, Liberté d'expression et fausse propagande. Cet humoriste de Radio Nova, il reçoit une opposante qui voulait interrompre son émission. Il la reçoit sur scène et il démonte avec calme, patience et pertinence ses arguments un par un. Personnellement, c'est un artiste que je trouve très fort, mais peu importe, le fait que certains souhaitent taire la liberté d'expression des autres, c'est vraiment très grave, surtout à 1 an des élections présidentielles, et c'est un enjeu politique majeur. Nico, ta reco. Ah, moi, c'est beaucoup plus léger. Vous aviez mis que des trucs hyper sérieux. Donc, moi, je vous recommande un petit compte Insta. Ça s'appelle Rien dans les sockets. Dans sa description, il se présente comme des influenceurs et moi, il me fait beaucoup rire. Alors attention, c'est pas trop pour les égos fragiles parce qu'il remet beaucoup en cause, on va dire, toute la mode autour de l'influence, notamment dans le running. Mais je trouve ça toujours marrant de voir ces petites vidéos. Et puis voilà, c'est pas la reco du siècle en termes de culture, mais juste pour se détendre 2-3 minutes. Mathieu, ta reco. Encore une fois, j'ai arrivé un petit peu bredouille au moment d'enregistrer cet épisode, car en ce moment, j'ai assez peu de temps pour consommer du contenu avec la prépa 90 qui battait son plein et le dressage de la bête. Donc, j'ai rapidement scrollé mon historique et il y avait quasi rien, mais j'ai retrouvé un truc il y a 3 semaines pour vous proposer quand même quelque chose. C'est un YouTuber relativement connu et mainstream mais il a pour lui qui ne participe pas trop au pourrissement de cerveau de notre génération, mais qui au contraire, il fait des enquêtes d'utilité publique, j'ose dire. C'est Micode et son équipe et il nous propose récemment une belle enquête sur les arnaques des démarcheurs téléphoniques. Je sais pas si vous en recevez beaucoup, mais moi c'est plusieurs fois par jour que mon téléphone sonne pour des arnaques et de la merde, et du coup en s'infiltrant avec son équipe au sein des sociétés opérant ces arnaques, il révèle un vrai empire français et ses rouages, et donc des arnaques aux assurances notamment, etc. C'est désolant de voir l'impuissance des services français de régulation quand on voit à quel point ce qu'il dévoile est affligeant et flagrant. En tout cas, de votre côté, n'hésitez pas à faire attention à qui vous appelle et puis à aller voir cette vidéo de prévention sous forme d'enquête et peut-être de la partager à vos parents, à vos grands-parents, parce que c'est quand même souvent eux qui sont les plus piégés. Et en tout cas, pour aussi ceux qui sont sensibles au montage et au visuel, audiovisuel, c'est quand même une belle masterclass à chaque fois ces vidéos. Donc, je vous recommande d'aller voir la dernière enquête de Micode. Puis moi, je termine avec une vidéo YouTube. Je me suis fait avoir par l'algorithme, mais parfois l'algorithme nous donne des bonnes recos, puisque je suis tombé sur une émission sur la chaîne suisse qui s'appelle la RTS, qui est une chaîne publique suisse référence en Suisse romande, et l'émission s'appelle Week-end entre ennemis. En gros, le pitch du concept, c'est de faire se réunir pendant la durée d'un week-end des gens qui pensent totalement pas la même chose, justement. Il y a un premier épisode qui est sorti qui s'appelle Woke versus Anti-Woke. Et du coup, donc c'est entre guillemets des progressistes woke et des conservateurs anti-woke. Donc on a plein de personnes différentes qui s'affrontent, des personnes très militantes, d'autres engagées dans des partis politiques. Et le but, c'est de les réunir sur un week-end pour parler de thèmes aussi variés que les violences sexuelles, l'écologie ou encore le racisme systémique.
Et voilà, on assiste à des discussions assez vives et le but, c'est d'échanger entre des personnes qui n'échangent jamais ou alors à travers des réseaux, mais souvent pour s'insulter malheureusement. Donc c'est intéressant. Je sais pas trop quoi en tirer pour l'instant, mais en tout cas c'est assez intéressant sur le fait que finalement on arrive quand même à se retrouver sur des points communs et que ce qui en ressort, c'est quand même qu'on a tous une volonté de vivre ensemble, en tout cas de vivre dans la meilleure société possible avec le moins d'inégalités. Donc voilà, c'est un concept que j'ai trouvé très intéressant et ils ont sorti un deuxième épisode qui là réunit des personnes dans un week-end à la ferme avec des personnes véganes et des personnes qui sont carnivores ou pro-viande. Donc là aussi, c'est assez intéressant, ça encourage à du débat très, très intéressant. Donc voilà. Je conseille cette émission Week-end Entraînement sur la chaîne suisse, la RTS. Alexis qui est encore avec nous, est-ce qu'il y aura une petite reco à nous conseiller dans cet épisode? Ouais. Qu'est-ce que j'ai comme reco? Ouais. Alors moi, grand consommateur de rap francophone, je vais vous conseiller, tiens, voilà, beaucoup plus léger, ça dure 14 minutes. Le dernier, on va appeler ça un EP, c'est un album d'Amza, la petite pépite belge, qui a sorti ça s'appelle Public Enemy. La cover est réalisée par un Français, c'est le même qui a réalisé la cover du dernier album de A$AP Rocky, qui était très bien réussi. Le clip, il y a un son qui est clippé et voilà, ça s'écoute hyper bien. 14 minutes, ça vous fait une fraction sur une petite série de seuils et c'est exceptionnel. Voilà, ça ou à la salle, sous la barre de squat, vous écoutez ça et globalement, c'est du bon Hamza comme on aime. Ça s'écoute facilement. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup les amis d'être restés. Merci à Antoine et Alexis d'avoir participé à ce joli qui suis-je. Merci pour ce très bel épisode. On vous remercie toutes et tous les auditeurs, les auditrices de nous avoir écoutés. On vous donne rendez-vous bien sûr sur notre page Instagram pour commenter, échanger avec nous aussi sur le canal YouTube X à retrouver sur le compte Instagram de Mathieu Delpech. On se fait toujours un plaisir de répondre à vos messages. Et puis nous, on se donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Ciao, ciao. Ciao. Merci.